Double standard. Pourquoi l'algorithme ne voit pas l'Afrique? Au Gabon, 2,5 millions de personnes se réveillent sans YouTube, sans TikTok, sans WhatsApp. Plus de vidéos, plus de revues, plus de contact avec le monde. La décision est officielle, les réseaux sociaux sont suspendus. Motif invoqué par le régulateur gabonais, préserver l'unité nationale et la cohésion sociale. Je suis au Gabon. Je fais partie de ces 2,5 millions de personnes qui viennent de perdre leur outil de travail. Du jour au lendemain. Mais cette vidéo n'est pas un cri de colère. C'est une tentative de comprendre. Comprendre pourquoi, quand l'Afrique est coupée du monde, personne n'en parle. Comprendre pourquoi un créateur africain gagne 10 fois moins qu'un créateur américain avec le même nombre de vues. Et comprendre pourquoi l'algorithme, cette machine qu'on nous vend comme neutre et universelle, a en fait un angle mort grand comme un continent. Aujourd'hui, on ouvre le capot de la machine. Et ce qu'on va voir dedans n'est pas beau à voir. Partie 1. Le Gabon, un CAS d'école, février 2026. Le pays du général Brice Oligui Nguema, le nouvel homme fort, arrivé au pouvoir par Providence en 2023 et élu président en 2025, conscient des enjeux géostratégiques internationaux, pense que l'instauration de la nouvelle République passe par une véritable souveraineté numérique. Mais la solution ne viendra probablement pas de la bonne volonté des géants de la Silicon Valley. Et ce, pour 3 raisons. 1. Algorithmes imparfaits. Les plateformes comme YouTube ou Facebook utilisent des algorithmes pour modérer des milliards de contenus. Ces algorithmes sont souvent formés sur des données principalement occidentales. Ils détectent facilement certains mots-clés, guerre, attentats, mais peuvent ignorer complètement des discours de haine tenus dans une langue africaine locale ou avec des références culturelles qu'ils ne comprennent pas. 2. Manque de modérateurs locaux. Il y a très peu de modérateurs qui parlent les langues et comprennent les contextes politiques africains. Résultat, des contenus dangereux passent entre les mailles du filet. 3. Intérêts économiques et géopolitiques, c'est le point le plus important. Les grandes plateformes sont des entreprises américaines. Elles sont soumises aux lois américaines, mais aussi, indirectement, aux intérêts stratégiques des États-Unis. Laisser circuler des discours qui affaiblissent des gouvernements jugés gênants, parfois qualifiés de non-alignés ou souverainistes, peut être vu, au mieux, comme une négligence, au pire, comme une tolérance stratégique. Raison pour laquelle, des pays comme la Russie ou la Chine ont développé leurs propres écosystèmes numériques, indépendants des règles américaines. Face à cette menace, le régulateur des médias gabonais a jugé utile de couper les réseaux sociaux et c'est de bonne guerre. Le motif officiel, des contenus inappropriés, diffamatoires, haineux et insultants qui menacent la cohésion sociale et la stabilité des institutions. Mais officieusement, c'est pour neutraliser la menace extérieure constituée des lobbies étrangers de l'ancien régime. NetBlock, l'Observatoire international d'Internet, confirme, YouTube, TikTok, Meta sont restreints. Mais un détail est intéressant, X, l'ancien Twitter, reste accessible. Pourquoi? On ne sait pas. Décision technique n'est pas sans conséquence. Le plus important, c'est ce que ça signifie pour les gens. Écoutez ce témoignage, rapporté par la BBC. C'est un restaurateur de Libreville. 40% de mes clients viennent via les réseaux sociaux. Là, je ne peux plus toucher de nouveaux clients. On ne sait même pas si on avance ou si on recule vers le sous-développement total. Un restaurateur. Un commerçant. Un créateur comme moi. Des milliers de petits entrepreneurs. Victimes collatérales d'une décision qui les dépasse. Partie 2. Le double standard des plateformes. Maintenant, posons la question que personne ne pose. Quand c'est l'Afrique qui est coupée de l'accès au réseau, le monde s'en fiche. Mais quand c'est l'Europe ou les États-Unis qui veulent réguler, les plateformes plient immédiatement. Regardez. En 2024, l'Union européenne impose le Digital Services Act, une loi pour réguler les contenus en ligne. Résultat? YouTube et TikTok adaptent leurs algorithmes. Ils embauchent des milliers de modérateurs. Ils publient des rapports de transparence. L'Europe obtient des comptes. L'Afrique, elle, obtient des coupures. Et pendant ce temps, les mêmes plateformes appliquent des politiques qui, sans couper l'accès, excluent de fait les créateurs africains de l'économie numérique mondiale. La monétisation à 2 vitesses. Commençons par l'argent. Vous saviez que si vous êtes créateur africain, vous gagnez moins que si vous étiez américain,
avec exactement le même nombre de vues. Ce n'est pas une impression. C'est écrit dans le code. Merci Mutmi, une créatrice kenyane, l'explique très bien. Sur YouTube, votre revenu dépend de la localisation de vos spectateurs. Un spectateur américain rapporte entre 10 et 20 fois plus qu'un spectateur africain. Pourquoi? Parce que les annonceurs paient plus cher pour toucher un public occidental. Un public considéré comme plus riche, donc plus intéressant pour les marques. Résultat, un vidéaste kényan avec 1 million de vues locales gagne moins qu'un vidéaste américain avec 200 000 vues. L'attention africaine crée de la valeur. Des milliards de vues, des millions d'heures de visionnage. Mais cette valeur, elle repart instantanément vers les États-Unis et l'Europe. Et TikTok? Pire encore. Le Creator Fund, le fonds qui rémunère les créateurs sur TikTok, est tout simplement indisponible dans la plupart des pays africains. Les créateurs africains font vivre l'audience de TikTok. Ils génèrent du contenu, de l'engagement, de la popularité. Mais ils ne peuvent pas bénéficier du fonds qui rémunère cette audience. C'est comme travailler dans un restaurant et ne pas avoir le droit de manger. L'algorithme, cette machine pas si neutre. Deuxième point, l'algorithme lui-même. Une étude internationale menée début 2024 a analysé ce que YouTube et TikTok recommandent aux nouveaux utilisateurs dans 24 pays. Verdict, le contenu varie énormément selon la région. Au Maroc, l'algorithme favorise certaines ethnies plutôt que d'autres. En Allemagne et au Canada, le contenu recommandé est plus orienté à gauche. Aux États-Unis, plus à droite. L'algorithme n'est pas neutre. Il est le reflet de ceux qui le programment. Et ceux qui le programment sont majoritairement dans la Silicon Valley. Gopolan Ditlokwa, chercheur à l'Université du Botswana, a étudié comment les cinéastes de son pays sont désavantagés par YouTube. Ses conclusions sont édifiantes. Premièrement, les restrictions géographiques limitent la visibilité du contenu africain. Un film botswanais est moins recommandé hors du Botswana qu'un film américain ne l'est hors des États-Unis. Deuxièmement, les seuils pour être monétisés sont les mêmes partout, mais l'algorithme ne pousse pas le contenu africain vers l'international. Troisièmement, cela crée un cercle vicieux. Moins de visibilité, donc moins de vues. Moins de vues, donc moins de revenus. Moins de revenus, donc moins de moyens de produire. Ditlokwa parle de pouvoir des plateformes sur les industries culturelles. En clair, YouTube décide qui gagne sa vie et qui ne la gagne pas. L'intelligence artificielle qui voit mal la peau noire. Dernier point, et pas des moindres. En août 2025, le magazine Forbes publiait une enquête alarmante sur les nouveaux systèmes de vérification d'âge par intelligence artificielle que YouTube teste. Le constat est sans appel. Les algorithmes de reconnaissance faciale ont un taux d'erreur beaucoup plus élevé pour les personnes originaires d'Afrique de l'Est et de l'Ouest. Pourquoi? Parce qu'ils sont entraînés sur des bases de données majoritairement occidentales. Des milliers de visages blancs, quelques centaines de visages asiatiques et presque aucun visage noir. Résultat, un jeune Africain a plus de risque d'être mal classé par la machine. Plus de risque de voir son contenu restreint. Plus de risque de devoir fournir une pièce d'identité, avec tous les risques de fuite de données personnelles que ça comporte. L'intelligence artificielle reflète les biais de ses créateurs. Et quand ces créateurs sont dans la Silicon Valley, l'Afrique devient une anomalie statistique. Partie 3, le piège de la coupure. Et là, on arrive au cœur du paradoxe. Celui qui me concerne directement. D'un côté, des États africains, comme le Gabon aujourd'hui ou le Sénégal hier, coupent l'accès aux plateformes. Leur argument, ces réseaux diffusent de la haine, des mensonges, des appels à la violence. Ils menacent la stabilité des pays. De l'autre côté, les plateformes appliquent des politiques qui, sans couper officiellement l'accès, excluent de fait les créateurs africains de l'économie numérique mondiale. Monétisation réduite. Visibilité limitée. Algorithme biaisé. Résultat, nous sommes pris en tenaille. Si l'État coupe, nous perdons notre outil de travail. Nos revenus. Notre lien avec le monde. Si l'État ne coupe pas, nous restons soumis à des règles écrites à 10 000 km de chez nous. Des règles qui ne nous avantagent pas. Des règles conçues pour d'autres publics, d'autres marchés, d'autres réalités. Et pendant ce temps, qui gagne? Les mêmes.
Les plateformes continuent d'encaisser les revenus publicitaires générés par l'attention africaine. Les annonceurs occidentaux continuent de payer pour toucher nos populations. Mais l'argent ne revient pas chez nous. Le chercheur Nikes Moulombi, cité par Reuters, dit une chose très juste: les réseaux sociaux ne sont plus de simples outils de divertissement. Ce sont des instruments de travail, d'expression citoyenne, de commerce, d'innovation et même de mobilisation démocratique. Couper, c'est paralyser l'économie et la société. Mais ne pas couper, c'est accepter un système qui nous exploite. C'est ça, le piège. Partie 4. Quelle solution? Alors, on fait quoi? Je vous propose 3 pistes. Première piste, exiger la transparence. Pourquoi les créateurs africains ne peuvent-ils pas bénéficier des mêmes rémunérations que les créateurs occidentaux? Pourquoi le créateur fun de TikTok n'est-il pas disponible chez nous? Pourquoi les algorithmes nous voient-ils moins bien? Ces questions, il faut les poser, les répéter, les partager. L'étude de Zambiatech le montre, les plateformes adaptent leur contenu pays par pays. Si elles peuvent le faire pour la France ou l'Allemagne, elles peuvent le faire pour le Gabon, pour le Kenya, pour le Sénégal. Mais il faut une pression. Il faut que nous parlions. Il faut que nous exigions. Deuxième piste, construire nos propres plateformes. Je ne dis pas que c'est facile. Je ne dis pas que ça se fait en un jour. Mais regardez la Russie, avec VK et Rutube. Regardez la Chine, avec son écosystème numérique totalement indépendant. L'Afrique, c'est 1,5 milliard d'habitants. 1,5 milliard de cerveaux. 1,5 milliard de consommateurs. 1,5 milliard de créateurs potentiels. Si nous ne construisons pas nos propres espaces numériques, nous resterons éternellement locataires chez les autres. Et les propriétaires peuvent couper l'eau, l'électricité, l'accès, quand ils veulent. Troisième piste, Gopolan Ditlokwa, le chercheur botswanais, dit dans sa conclusion que lutter contre le biais algorithmique et les restrictions géographiques est crucial pour promouvoir une industrie cinématographique plus inclusive et plus équitable. Je ne suis pas chercheur. Je ne suis pas homme politique. Je ne suis pas ingénieur. Je suis juste un créateur. Mais je refuse d'être invisible. Conclusion. Alors voilà. Le Gabon est coupé de YouTube aujourd'hui. Mais moi, je vous parle encore. Parce que tant qu'il y aura une connexion, une idée, une voix, on parlera. La question n'est pas « Pourquoi l'Afrique est-elle coupée du monde ?» Si vous êtes au Gabon, dites-moi en commentaire comment vous vivez cette coupure. Si vous êtes ailleurs en Afrique, dites-moi si vous sentez, vous aussi, pourquoi l'algorithme ne voit pas l'Afrique. Nous ne nous battons pas avec des armes. Nous nous battons avec des idées.